Très heureux de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs de FM Télévision et de l'émission Grande Analyse, une émission qui est là pour vous servir. Nous vous donnons toutes les actualités de la République démocratique du Congo. Nous touchons tous les secteurs, de la politique au sport. Aujourd'hui, une émission particulière. Particulière pourquoi? Parce que nous allons parler d'un ouvrage. L'ouvrage s'intitule Pour un second mandat, Félix Tshisekedi, la vision de l'ouvrier du peuple. C'est un ouvrage qui a été écrit par M. Louis-David Kambumba Dikenda. C'est avec lui que nous allons développer ou échanger pendant cette émission. Je m'en vais déjà le saluer. Bonjour, M. Louis-David. Bonjour, M. Alain, et bonjour à tous les spectateurs de la radio FM Télévision. Comment vous allez? Je me porte bien, je suis serein, je vais bien. Depuis ce matin, je me porte très bien. Je commence par vous poser une question avant d'entrer dans le vif du sujet. D'où vous est venue cette idée d'écrire un ouvrage sur le président de la République pour un second mandat? C'est vrai que plusieurs Congolais se disent que pour que le président de la République puisse rafler un second mandat, il a beaucoup de choses à prouver à la face de la population. Mais vous, en lisant cet ouvrage, je sens que vous êtes serein. D'où vous est venue l'idée d'écrire un ouvrage intitulé Pour un second mandat? Merci beaucoup, M. Alain. La motivation est partie du fait que, bon, non seulement je suis un intellectuel et aussi un écrivain dans ces domaines scientifiques, mais sinon, la première motivation, c'est au regard exactement des réalisations nombreuses et réalisations positives que le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, le visionnaire du développement durable, a su faire réaliser dans peu de temps seulement. Alors que sur son chemin, il lui a été mis des pots de bananes afin qu'il puisse trébucher. Mais vous pouvez vous imaginer que dans notre pays, les journalistes en parlent, les artistes, les musiciens en ont chanté, Fachi Beton, les comédiens en ont parlé, Moukantombolo, et beaucoup de combattants en font jusqu'à ce jour. Mais dans les domaines de littérature, dans les domaines de l'écrit, il n'y a eu rien, il n'y a pas vraiment eu d'abondante littérature sur les réalisations du chef de l'État. Jusqu'ici, non. Juste, on les dit à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, mais c'est à peine un petit paragraphe. Alors qu'il y a des choses, il y a beaucoup de réalisations, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées effectivement avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi j'ai tenu à mettre tout cela par écrit, oui. Parce que, comme on dit toujours en bon français, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Le livre a combien de parties? Le livre a 2 parties. Et chacune des parties est subdivisée en 3 chapitres. En 3 chapitres. Et effectivement, le livre a 6 chapitres. Le livre a 6 chapitres. J'ai retenu un truc dans votre préface. Vous demandez à la population congolaise de ne pas hésiter à donner au président de la République un second mandat. Qu'est-ce qui vous rassure à faire une telle demande à la population congolaise? Je suis parti du fait que dans les 2 ans seulement, moi je retiens que le président Tshisekedi a fait du bon boulot il y a 2 ans, parce que les contextes institutionnels qui ont caractérisé ce mandat déjà à la première heure, disons comme ça, les 2 premières années n'étaient pas aussi faciles. Il y a eu la pandémie de coronavirus, oui, où toutes les économies du monde étaient mises
au bas de l'échelle, au rez-de-chaussée, et que le président Félix Tshisekedi a fait rayonner le pays. Vous savez, vous, que même ici dans notre pays, les ambassades, l'espace Schengen, les relations diplomatiques, tout cela était totalement coupé. Nous étions devenus un pays coupé du monde. Donc, il a amené quelque chose de plus important qui fait que nous puissions parler de lui aujourd'hui. Voilà qui fait que moi j'ai pensé que lui donner le second mandat ici, c'est un mandat juste et raisonnable qu'il mérite vraiment. Non seulement qu'il est le digne fils du père de la démocratie congolaise et de l'éducatrice incontournable, maman Marthe Kassalou, les parents que nous saluons de passage, mais c'est un cadeau que le pays nous a donné, parce que à voir ce que le président Tshisekedi a fait jusqu'à ce niveau, mais ça étonne le monde entier. Une question de curiosité. Ouais. Certaines personnes pensent que ce que devait faire le président de la République, jusqu'à ce jour, il n'a même pas encore atteint 50%. Et c'est ce qui ramène certaines personnes à dire que la souffrance des Congolais ne fait qu'accroître. Mais au regard de ce que vous avez écrit dans votre livre, vous vantez les prouesses du président de la République. Ne serez-vous pas en contradiction avec ces Congolais qui souffrent? Je ne suis pas en contradiction avec les Congolais qui souffrent. Et dans la mesure où nous avons vécu dans ce pays, moi je suis à Kinshasa depuis toujours, nous avons assisté à des manifestations, des réclamations, des revendications, des arriérés des salaires. Aussitôt, en 2019, arriérés des salaires, on a dit non, bon voilà, nous avons 24 mois, 36 mois impayés, ainsi de suite. Mais les Congolais, petit à petit, se sont appropriés le contexte de la reprise du pouvoir, le contexte des passations du pouvoir. Voilà qui fait que l'alternance politique. Et d'ailleurs, je peux déjà le dire, dans ces livres, j'ai dit très bien que pour le second mandat, on ne parle pas de l'alternance. L'alternance, c'est lorsque le président qui est en fonction doit céder ces deux mandats. Il en a 2. Mais jusqu'ici, bon, en âme et conscience, il a fait 3 ans. Si nous étions honnêtes, on allait lui confier ces 2 ans. Et puis, on passe à des recensements et consorts. Mais qu'à cela ne tienne, je reviens à la préoccupation des Congolais. Qui souffrent, ces Congolais seront d'avis avec vous? Ils sont certainement d'avis, dans la mesure où, dans plusieurs secteurs de la vie que j'ai évoqués ici, les choses ont essayé un peu d'aller de l'avant. Effectivement, sous la houlette du président, de sa vision, qui est une vision basée sur l'être humain, le peuple. Et c'est pour cela que dans ces livres même, je l'ai désigné de l'ouvrier du peuple. C'est un visionnaire du développement. Les gens ont compris qu'il souffre pour nous et qu'il lui a été difficile de faire ce qu'il pouvait à cause de la mauvaise foi. Il y a eu sabotage quand même au départ. Il y a eu sabotage, il y a eu des informations au sujet de la personne. Il y a eu mauvaise foi. On n'a pas pu croire en ses capacités de pacifier le pays et aussi de rendre émergent le Congo, alors que nous en sommes là. Nous sommes là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Louis David. Je pense que nous allons prendre la première partie du livre. OK. État de lieu sur les réalisations et les jalons déjà posés par Félix Tshisekedi. Il y a plusieurs secteurs qui entrent en compte ou qui sont pris en compte. La première partie. Le premier chapitre, Félix Tshisekedi, le choix de la raison, un moindre mal. Pourquoi un moindre mal? C'est ce qui m'a plus tiqué. Chapitre 1er, Félix Tshisekedi, le choix de la raison. Là, on peut comprendre.
Mais vous mettez une virgule, vous ajoutez un moindre mal. Pourquoi devez-vous dire que Félix Tshisekedi est un moindre mal? Bon, je ne reviens pas à toute cette littérature de gouvernance à travers le monde. Je suis vite parti lire ma Bible en Deutéronome au chapitre 17, verset 15, où il nous est conseillé. C'est tout le monde qui se Oui, fie actuellement à ce passage. Non, ce passage, je l'ai mis. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre depuis très longtemps. Peut-être que beaucoup de personnes peuvent s'être aussi inspirées de ça, mais on s'inspire de la Bible. Et ce sont des chrétiens, ils ont lu aussi la Bible de leur façon. Mais moi, j'ai donné ça comme point indicateur. Moindre mal parce que c'est un fils maison. C'est un fils de la maison. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails du père et de la mère. Voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que la Bible qui est notre chef-d'œuvre pour nous, les chrétiens, il nous demande de placer un roi à la tête. Et c'est lui que le Seigneur nous indique. C'est lui que notre Dieu nous demande de placer à la tête. Mais que celui-là, ce soit l'un d'entre nos frères, qui ne soit pas un étranger. Et on n'est pas contre les étrangers, on n'est pas contre tous les autres. Bon, aujourd'hui, l'actualité, c'est double nationalité. Et de père et de mère. De père et de mère. Mais ici, nous devons nous inspirer de la Bible, s'il vous plaît. Nous devons prendre les Saintes Écritures au sérieux. Voilà pourquoi je les qualifie. Je ne connais pas d'emblée tous les autres challengers pour 2023. Je connais vraiment pas. Moi, je connais que le président Félix, c'est le candidat du peuple, c'est le candidat de la raison, de sorte qu'il a fait, en tout cas, tout ce que j'ai décrit dans cette œuvre. Oui, il mérite. C'est vraiment un choix de la raison. Nous ne sommes pas à l'heure de la campagne, mais nous allons en parler abondamment le moment venu. C'est pourquoi vous dites que il est le moindre mal. Il est le moindre mal. Déjà. Il est le moindre mal. Congolais. Le Congolais de père et de mère, il ne va pas hypothéquer notre pays pour des intérêts quelconques. Parce qu'en relation internationale, généralement, c'est des intérêts qui comptent. Hein? Alors, le président Tshisekedi, comme fils maison, je l'appelle fils maison, l'enfant de la maison. Donc, l'enfant du pays. Vous voyez d'ailleurs même, avec tout ce qu'il a fait comme tournée, on va en parler au niveau de diplomatie, ces rencontres qu'on sort avec déjà ce qu'il a fait, libéralisation de l'espace politique, libéralisation des prisonniers politiques. On va en venir. Voilà. C'est un moindre mal, c'est un homme qu'il faut. Je prends seulement dans ce chapitre-là, il y a deux sous-points. Vous avez parlé des réalisations du président de la République sur le plan politique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir depuis son avènement au pouvoir jusqu'à ce jour et ce que vous avez mis et écrit dans le livre? Dans mon livre, ouais. Ce que la population doit retenir. Ouais. C'est-à-dire, vous parlez de réalisations sur le plan politique. Voilà. Quelles sont les réalisations du président de la République que nous retrouvons dans votre ouvrage? Dans ces livres, j'ai scindé des secteurs, j'ai scindé des domaines, il y en a autant. Il y en a autant, oui. On commence par la politique. Le secteur politique, évidemment, il y a ce que le président Félix a fait au lendemain de son accession de la prestation des serments. Oui, il a fait une bonne promotion de la liberté. Et dans ces pays, on sait que nous étions en train de sortir faire les marches. Oui. Mais nous rentrions pas le nombre que nous avions au départ. Ceux qui sortaient, qui partaient dans la rue, il fallait, ne revenaient pas. Non. Nous connaissons ces pays. Il y a eu fermeture. Donc les marches ne sont plus réprimandées. Non, mais ça fait même mal. J'en avais suivi une fois, je suis sorti parce que moi, j'aime palper du doigt les réalités. Moi-même, j'ai fait aussi des marches.
j'accompagnais les membres de l'UDPS faire des marches. Je faisais les marches avec les catholiques pour réclamer en 2015 que c'était la fin du mandat du président qui était là en place et qu'il fallait partir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu l'humanisation des services de renseignement. On s'est promené ici, on contrôlait nos téléphones et patiti patata. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Téléphone. Vous avez et puis vous devez payer quelque chose. Alors, c'est les autorités du service aujourd'hui, ils ont compris qu'ils sont un service d'intelligence, un service d'innovation, et ils font un très bon service. Notre agence de renseignement actuellement, c'est superbe, on leur jette des fleurs. Ils font un service qu'ils nous ont ramené. À ce niveau où nous sommes aujourd'hui, il y a eu la libération des prisonniers politiques, vous le savez. Il y a eu même le retour des exilés qui n'étaient pas là, ici, au pays, depuis le dialogue des catholiques de Saint-Sylvestre. On avait recommandé, il y a des mesures phares, des mesures emblématiques, des mesures de décrispation de la situation politique. Le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, il en fait partie. Il y a l'honorable Francis Kalombo, il était en exil, ils sont rentrés nombreux. Il y a eu Sidika Dokolo d'heureuse mémoire, paix à son âme. On a nos frères, le président du PMLC, Franck Diongo, les autres, ils étaient en prison. Le gouverneur Gentini Ngobila, plutôt le Jekoko Moulumba, il était emprisonné. Tous ces gens, ils ont retrouvé. Donc, sur le plan politique, on sent qu'il y a des avancées. Le général Edi Kapen, il est là. Il est là aujourd'hui. Vous sentez vraiment qu'ils sont sortis parce que pas notre Moïse, généralement, mais c'est le dernier fils là qui vient nous sauver. Il est là, le fils du digne fils, Félix Antoine, un homme de Dieu, un homme béni pour les pays bénis. Sur le plan social, qu'est-ce que nous devons retenir? Dans le domaine social, je vous assure... En annexe social et économique. Sur le plan social et économique, pour qu'on puisse gagner du temps. Il y a effectivement, il y a des choses à dire sur le plan social. Vous avez vu qu'il y a... Je vais directement sauter sur la gratuité de l'enseignement. Voilà. Qui a fait couler d'encre ici. Beaucoup de personnes n'avaient pas voulu qu'il y ait gratuité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, grâce à la gratuité de l'enseignement, on a soulagé les ménages. Il y a des parents qui avaient 7-6 enfants, mais peut-être un seul allait à l'école. Grâce à ces visionnaires du développement durable, les enfants sont en train d'étudier. Et là-dessus, une certaine opinion. Je dois vous dire qu'on a pu récupérer, s'il vous plaît, on a pu récupérer 2500 000 enfants sur les bancs de l'école. Il y a plus de 18 ans. Nous avons pu récupérer ces enfants. 2 500 000 enfants sur les bancs de l'école. Mais certaines personnes, c'est une certaine opinion, pensent que c'est vrai que la gratuité de l'enseignement allège la tâche aux parents, mais affaiblit la qualité des enseignements. Parce que si un enseignant doit avoir plus de 70-80 élèves pour enseigner, est-ce que vous pensez que la qualité de cet enseignant, de ces enseignants-là, permettez-moi, que ça peut être à la hauteur? Je suis sûr et certain qu'à ce point ici, non seulement il y a eu l'augmentation du nombre d'enfants dans les salles de classe, mais il y a eu aussi les indications pour la construction de nouvelles infrastructures scolaires qui sont déjà au point terminal. Je sais que d'ici le début de l'an prochain, les enfants seront très bien espacés dans les cours et puis ils vont bien étudier. Mais l'éducation n'est pas seulement éducation à l'école. Si les enfants peuvent avoir aussi une bonne éducation
à la maison et à l'église. Je pense que tout ça, ça se complète, ça marche de pair. Donc, il faudra que on ne tienne pas seulement compte de l'éducation à l'école, mais qu'on tienne compte de deux autres aspects, l'église et la famille aussi. Mais sinon, pour ce qui concerne les écoles, les infrastructures, il y en a. J'ai pris le vol, je me suis promené à travers le pays pour effectivement dire des choses réelles qu'on ne va pas me contredire ici. Sur le plan économique. Ouais. Sur le plan de l'économie. Le président Félix accède au pouvoir. Ouais. En 2019, les taux de change sur le marché étaient moins de 20 000. Aujourd'hui, vous dites qu'il a fait de prouesses, mais quand il faut changer 10 $ à 22 500, économiquement parlant, pensez-vous qu'il y a eu de prouesses? Il y a eu beaucoup d'avancées dans les domaines économiques, dans la mesure où nous partons d'abord de choses. Mais j'avais quelque chose à dire sur le plan de l'éducation. C'est que quand même le vice-premier ministre Liao a pu faire. Qu'est-ce que nous avons récupéré dans ce domaine? C'est alloué avant que je n'aborde les... Oui, vous avez la parole. Oui, parce qu'il y a depuis plus de 18 ans ici que l'État congolais payait à peu près 1 530 000 fonctionnaires, mais qui en réalité n'existaient pas. Okay. Il n'était que 673 000, soit 857 000 fictifs. Et les détournements étaient monumentaux. Les détournements monumentaux et personne n'en parlait. Alors, ici, l'État est arrivé à buffer les doublons d'agents fictifs qui font perdre à l'État congolais à peu près 240 millions de dollars par an. Par an ou par mois? Oui, par an. Et dans les domaines de récupération des enfants, effectivement, il y a 132 écoles qui sont réhabilitées. Okay. Ah, oui, là, il fallait que je donne cette précision. C'est très important pour nous. Mais aussi dans ces domaines de l'éducation, il y a eu des universités qui sont réhabilitées, il y a eu des transports, Transacademia, des choses qui n'existaient pas. Mais pouf, tu sais qu'il vient, et puis on voit ces choses exister. Il y a eu plusieurs bus qui ont été envoyés partout à travers le pays pour des universités. Aujourd'hui, le 19, apparemment, je crois, c'est la ligne Kingasani-Unikin doit être lancée aujourd'hui. En principe aujourd'hui. C'est compté parmi les avancées. C'est compté parmi les avancées. S'il n'était pas là, je vous jure, nous étions déjà un pays. Donc un jour, moi je dis toujours à mes amis, dans ce pays, si Tshisekedi n'était pas passé assumer ce premier mandat, on allait nous dire, mais monsieur, écoutez, vous n'êtes plus des Congolais ici, quittez. Votre place n'est pas ici. Mais je vous jure, sur le plan de l'économie, c'est pas possible. Je vous jure, sur le plan de l'économie, oui, le budget de l'État, quand même, une fois, nous étions à un budget depuis l'honorable Mozito. Oui. On avait un budget qui nageait à 4 milliards 500, oui, quelque chose. Oui. Mais grâce aussi à ces efforts, c'est un économiste de poids, de talent. Okay. Mozito, c'est Adolphe, c'est notre yaya bien. Et aujourd'hui, nous parlons du budget qui est allé dans les 2 ans seulement à 14 milliards, plutôt à 14 milliards et à 14,6 milliards de dollars. C'est un record jamais rencontré. Mais comment est-ce que le président Félix en est arrivé là? Voilà. Comment il a fait? La magie, les gens ne savent pas. Il a tout simplement inventorié les domaines, les secteurs par secteur. De sorte que il a confié la mission à chaque institution. Chaque mission, les missions ont été redéfinies. De sorte que ceux qui dépensent de l'argent, ceux qui programment des choses à faire,
puisse aujourd'hui dépenser 1 franc pour un objectif atteint. Mais cela, c'est sous la vigilance, effectivement, de la DGF, qui est une bonne institution, mais trop longtemps négligée dans ce pays. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est venu dire, allez, vous, DGF, allez, faites ceci, cela. Nous en sommes là. Il y a la mobilisation des recettes terribles, la DGI, Cour des comptes. Avec tous ces contrôles-là, je pense que les choses vont de l'avant. C'est sa magie, c'est sa baguette magique. Ouais. C'est vrai, vous dites que c'est sa baguette magique. Ouais. Avec l'IGF qui nous fait tout ce qu'il nous donne. Ouais. Le gouvernement précédent, avant vous, les salaires de fonctionnaires passaient entre le 22 et le 23. Au plus tard, le 2 du mois qui suit, ils terminent avec la paye. Mais pourquoi vous vantez les prouesses sur le plan économique? Vous parlez d'un budget de plus de 14 milliards. Mais aujourd'hui, les fonctionnaires doivent percevoir l'argent, leur dû du mois passé, après 15 ou 20 jours. Comment vous pouvez justifier cela? Bon, il y a plus de 18 ans, mais aujourd'hui plus de 20 ans, le gouvernement passé et payé le 23, le 20, c'est pas mal, ce qui n'est pas mal, mais c'était quel salaire? Il y a eu réajustement de salaire. Ce qu'ils percevaient là, c'était comme un petit frais de... Bon, est-ce qu'on peut parler en termes de salaire? On a humanisé quand même le domaine de la fonction publique. Aujourd'hui, quelqu'un peut parler du salaire. Mais effectivement, l'État congolais, actuellement, nous considérons comme un État agressé. Nous sommes pratiquement en guerre, même si ce n'est pas déclaré. Oui. Mais ce n'est pas si facile d'organiser ces plans, ces secteurs militaires, équiper notre armée, ainsi de suite. Il peut arriver qu'il y ait un retard. Ça, je parle en termes de retard, mais non pas en termes de... Oui, en termes de... C'est un retard qui est dû parce que peut-être on a trouvé qu'il y avait priorité. Par exemple, à l'Est, il fallait quand même... Tout le monde sait qu'il y a vraiment des priorités dans ce domaine. Mais sinon, ce gouvernement, c'est un gouvernement alloué. Le chef du gouvernement, c'est un homme honnête. Et tout ça fonctionne bien. Je pense que les agents de la fonction publique qui ont eu, il y a de cela 2, 3, 4 jours, leur rémunération, leur salaire. Parlons du volet infrastructure et sanitaire, le mélange. La réalisation du chef de l'État sur le plan infrastructure et sanitaire. Effectivement, sur le plan de la santé, le chef de l'État, je vous dis, c'est un homme de Dieu que Dieu nous a envoyé pour un pays béni. Dans ce domaine, il a créé sur le plan sanitaire, en dehors du fait qu'il a permis la bonne gestion de la période de coronavirus. COVID. Beaucoup de pays étaient victimes de catastrophes dans ce domaine. Mais à Kinshasa, la gestion était meilleure. On n'a pas enregistré plusieurs décès, mais au moins pour ceux qui nous ont précédés, on dit paix et que Dieu les accueille dans sa félicité. Toutefois, dans ces domaines comme celui de l'éducation, dans le domaine de l'éducation, il y a eu la gratuité de l'enseignement. Ici, dans ces domaines sanitaires, le président de la République avait effectivement mobilisé qui est la couverture de la santé pour tous. Santé pour tous. Et pourquoi il parle de sa couverture santé pour tous? Cela, effectivement, implique l'offre de soins et aussi l'accès aux soins. C'est-à-dire quoi? Que les soins de qualité soient donnés désormais par des personnes qualifiées. L'accès aux soins, c'est pour permettre effectivement à tout le monde d'avoir accès aux soins. Mais les soins de qualité, même sans argent,
c'est un système de réparation des risques sur chaque Congolais. Il est allé un peu plus loin. Et aussi, tout ça c'est aussi inspiré par la distinguée première dame. Je n'en ai pas fait allusion. Oui, je sais, on va en venir sur le projet Excellencia. Parlons volet infrastructure. Ouais. Nous avons parlé santé, mais volet infrastructure. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que le président de la République a fait depuis qu'il est à la magistrature suprême jusqu'à ce jour? Par rapport aux infrastructures, le président de la République a réalisé beaucoup de choses dans ces secteurs. Il y a eu, bon, déjà ici sur place à Kinshasa, il y a eu des constructions de seaux de moutons. Qui a créé un tollé. Ouais, les gens étaient en train de dire... avec le détournement de 57 millions, le fameux procès Jamal et autres. Aujourd'hui, on en parle. Vous en parlez dans votre ouvrage. Oui, j'en parle sérieusement, abondamment. Il y a eu, je vous laisse d'abord parler, oui. Oui, je ne vais pas revenir à cela parce que la façon dont le volet 100 jours a été géré, oui. Il ne faut plus y revenir. Il y a eu réparation à plusieurs volets. Mais sinon, il y a eu la création d'un corridor central de la RDC à partir de la ville de Luabour-Kananga, oui. qui va jusqu'en Angola. En Angola, oui. Qui va jusqu'en Angola. Je crois que c'est la route Kalambambouj. La route Kalambambouj-Mwenyamboul, comme on l'appelle. Je suis allé jusqu'à l'eau, à Mwenyamboul. J'ai vu le travail qui est en train de se faire. C'est terrible. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Le raccordement également de la nationale numéro 2, oui. Déversant les villes de Bukavu, Sud Kivu, celle de Goma. L'objectif dans tout ceci, c'est d'améliorer la fluidité et la sécurité du réseau routier congolais. Il y a eu réhabilitation de la voirie urbaine de Kinshasa, ouvrant environ 40 km par des travaux d'asphaltage, bétonnage. Le chef de l'État a construit 8 seaux de moutons. Il a aidé Kinshasa à avoir aussi l'aspect de grande ville. La nationale numéro 1, n'en parlons pas, sur axe Boma et Mwanda. Oui. Réhabilitation de routes de dessertes à travers tous les pays. Plusieurs ponts jetés effectivement sur les axes stratégiques à travers le pays. 18 bacs réhabilités et 24 autres, 9 vers des sites d'exploitation. Il a posé plusieurs pierres pour ici en face de... Mais on lui réclame la pose de pierres à Banana. Jusqu'à ce jour, il y a la construction du port en eau profonde n'a pas toujours commencé. Non, ça a déjà commencé. Il a été là. C'est les choses, ça va par programme. C'est comme ça que j'ai dit que sa magie, sa baguette, c'est d'abord d'avoir fait l'état des lieux, le diagnostic de la situation sur les lieux. Donc, on a répertorié secteur par secteur, domaine par domaine et province par domaine. On a vu quels sont des besoins. Quels sont des besoins? Et ces besoins-là ont été maintenant, comment dirais-je, ont été reformulés en objectif à atteindre. Mais si déjà il y a un objectif à atteindre, cela suppose qu'il y a un plan. Le plan à long terme, plutôt à moyen terme, à court terme. Alors, mais ce plan est effectivement imprégné de mécanismes de suivi et évaluation. De sorte que ce qui est prévu, par exemple à Banana, ça commence à tel moment, mais avec des fonds comme ça. Donc, on ne va pas faire des choses vaille que vaille pour que demain on nous dise, mais vous avez lancé des maquettes. Dans ces pays, on nous a montré beaucoup de maquettes. Moi, je pensais que nous étions déjà dans le ciel avec le projet de, comment on appelle ça, les 5 chantiers
et la révolution de la modernité. Oui. Ils n'ont pas réussi tous ces projets, hein, à relever les grands défis de développement qui s'imposent à une nation comme la nôtre. Hein. Le fossé s'est davantage creusé, hein, qu'il y a des déficits et des fissures sociales entre les populations. Donc, ce qu'il est en train de faire suivant un programme réaliste, je pense que ça va. Ça va. En termes de réalisation, c'est vrai que nous avons parlé du président de la République, mais à côté de lui, il y a une grande dame, la très distinguée première dame avec le projet Excellencia. Vous en avez aussi parlé dans votre ouvrage. Qu'est-ce que nous devons retenir de cet accompagnement-là, de cet accompagnement de la première dame auprès de son homme, qui est le président de la République? Les projets Excellencia, c'est une fondation effectivement qui est en train d'assumer l'avenir de la jeunesse congolaise, les invite à donner le meilleur d'eux-mêmes afin effectivement d'exceller. C'est Excellencia, c'est d'exceller toujours, car demain se prépare déjà aujourd'hui. C'est ça ce que même la première dame envisage. Lorsqu'elle parle d'Excellencia, effectivement c'est exceller, effectivement donner le meilleur. C'est une invitation lancée à la jeunesse congolaise pour qu'ils aillent de l'avant. À la différence des autres premières dames de l'Afrique, moi je pense que celle-ci elle a une touche un peu différente. Elle ne s'est pas versée dans la distribution des habits, des Thompson, des poulets, des pains aux gens. Non, mais elle s'est focalisée sur effectivement des ressources. Elle pense que si nous devons avoir des ingénieurs demain, mais parmi ces enfants qui excellent, qui ont quand même un pourcentage raisonnable, on envoie, on octroie des bourses. Là, ce n'est pas l'argent jeté quand même. Au lieu de les distribuer à travers les étoffes d'habits, c'est pas mal aussi de donner, mais elles donnent aussi, mais avoir fait cela, c'est un peu extraordinaire par rapport à toutes les autres premières dames. Mais sinon, c'est dans la vision de son homme, c'est dans la vision du président Félix Antoine Tshisekedi qui met l'homme au centre et l'accompagne cette vision. Comme il y en a d'autres, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, les leaders politiques, les opinions des leaders politiques qui accompagnent Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, nous arrivons petit à petit à la fin de cette émission. Mais je voulais, avant qu'on termine, parce qu'apparemment 45 minutes coulent comme de l'eau, que vous essayiez de donner l'image générale du deuxième chapitre, qui s'intitule « Matérialisation de la vision de l'ouvrier du peuple ». J'informe déjà au public que nous aurons, je crois, 2 ou 3 numéros qui doivent suivre, parce qu'un livre de plus de 100 pages, on ne saura pas... On ne saura pas 200 pages. On ne saura pas dans une émission de 45 minutes parler de tout. On risquerait de faire des émissions bâclées. Or, il y a des choses à l'intérieur qu'il faudra que la population puisse comprendre ce que le chef de l'État a fait par rapport à ce qui s'est dit peut-être dans certains médias. Alors, on veut juste avoir l'idée générale. Matérialisation de la vision de l'ouvrier du peuple. Qu'est-ce que nous pouvons retenir avant que nous puissions chuter? Ça, c'est le deuxième chapitre. Oui, c'est juste qu'il y a des projets qui ont été lancés lors des 100 jours, les premiers 100 jours, après son accession à la magistrature suprême. Le président de la République avait lancé des projets qui étaient des projets pour un temps record. Mais parmi ces projets, il y en a d'autres qui sont restés. Alors, il voudrait matérialiser sa vision pour un développement durable à travers les bases. Lorsque je parle de matérialisation, ça veut dire autrement la concrétisation. C'est ça ce qu'il a envisagé à travers les 2 autres grands projets qui sont déjà en cours de réalisation. Le projet Tshilé-Gelou, par exemple, comme celui de Tshilé-Gelou, c'était sur les infrastructures et ainsi de suite.
Même si j'apprenais... nous en avons bénéficié. L'avenue à Sosa, voilà, Makanza, bien que je déplore, ils se sont arrêtés à mi-chemin sur l'avenue Makanza. Donc nous lançons aussi un cri d'appel, un cri d'alarme par rapport à cette émission qui vient de terminer, parce qu'ils avaient déjà commencé. Qui vient de terminer, mais du moins l'avenue à Sosa va jusqu'à Selembao. Donc nous avons Ngiringiri, parce que je suis habitant de Ngiringiri, nous avons bénéficié du projet Chilejelu. Et ce projet Chilejelu n'a pas seulement impacté sur la ville-province de Kinshasa, mais c'est à travers toute la République. Et notre projet phare qui a déjà commencé, c'est celui de 145 territoires. Le développement à la base des 145 territoires. Je pense que nous allons en parler abondamment parce qu'il y a des choses qui ont déjà commencé à se faire. Exactement. Donc, il a concrétisé ce qu'il a dit. Le président Félix, je pense qu'au départ, on disait non, il parle beaucoup. Non, il veut communiquer avec sa population. Il communique, il entend les besoins de la population. C'est la première fois aussi que nous voyons un président qui voudrait, il s'interroge, que demande le peuple, que dit le peuple. Il prête l'oreille. Vous savez que la première année, quand il fallait fêter l'an 1 de l'alternance politique, on avait voté les billets de 6 millions de dollars. Ça a été refusé. Pourquoi? Parce que toute la population en parlait négativement. Vous connaissez la gestion chaotique de MIBA au départ. L'argent qui a été alloué en désordre ici et là, les gens en avaient parlé. Donc c'est un homme qui écoute, mais qui communique avec son peuple. Il est là, même dans le moment de détresse, il est présent. Et ce qui fait qu'il matérialise ce qu'il leur avait dit. Je me rappelle très bien que dans cet ouvrage, j'ai repris une de ces phrases du président de la République lorsqu'il prononçait son discours devant le Congrès réuni là-bas à l'Assemblée nationale. Il disait que le peuple, notre peuple, ne doit pas avoir besoin de réalisations, de ce qui est rapide. Il doit avoir besoin de réalisations plus impactantes et puis plus solides. Parce que s'il fait des choses vaille que vaille, il ne va pas bien les faire, mais il les fait bien, lentement et sûrement. Voilà pourquoi j'ai parlé de matérialisation, parce qu'effectivement, le projet Chilejelu est là, le projet du développement des 145 territoires est là pour que nos populations puissent jouir de développement à partir de la base. Voilà, merci beaucoup, monsieur Louis-David Kambumba Di Kenda. C'est avec votre dernière phrase que nous allons mettre un terme à cette émission, parce que nous avons déjà dépassé 45 minutes, ça coule comme de l'eau. Mais je vous demande que vous revenez le mercredi prochain pour que nous puissions continuer, c'est-à-dire que nous puissions prendre le deuxième et le troisième chapitre de la première partie avant d'aborder la seconde partie, pour que les gens comprennent du moins le temps que vous avez pris pour écrire cet ouvrage, et puis parce que le souci majeur, c'est de vulgariser tout ce que le président de la République a eu à faire depuis qu'il est au pouvoir. Et que la population lui accorde son juste second mandat. C'est un juste second mandat. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie, vous qui nous avez suivis. Je dis merci à Florent Okita et à Papi Vangu et à la réalisation. Je dis merci à... Moi, je l'appelle Coco Mouya. Coco Mouya, merci pour tout. Et vous tous qui nous avez suivis, s'il y a des questions à poser, s'il y a des suggestions à faire, il y a un numéro au bas de vos écrans. N'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous appeler. Vous qui avez nos numéros privés, appelez-nous s'il y a des conseils à prodiguer. Continuez à les prodiguer, parce que ce travail, nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour vous. Mais nous demandons aussi à la cellule de communication du président de la République, ça je ne vais cesser
de marteler sur ça, de vulgariser tout ce que le président de la République est en train de faire. Les communs des mortels n'arrivent pas à comprendre d'où le président a pris les pays et où il a amené les pays. Si de simples personnes se donnent le luxe d'écrire des ouvrages de plus de 200 pages, alors vous qui êtes payés pour faire voir à la face du monde ce que le chef de l'État est en train de faire, je pense que vous avez l'obligation de mieux le faire. Quand d'autres personnes le font à votre place, moi je suis triste. Bon, ceux qui parlent à Lingala disent je vous dis merci et on se retrouve pour un prochain numéro. Bye bye. Merci.